Bonjour Pascal Boniface. Bonjour. Il reste 129 otages à Gaza, y compris des corps, d'après l'armée israélienne. Leurs familles demandent évidemment leur retour. Pour se faire entendre, elles ont ce dimanche protesté près du siège du ministère de la Défense à Tel Aviv et bloqué la route pendant quelques minutes. La mort des 3 otages tués par erreur par l'armée israélienne a contribué à raviver les inquiétudes des familles. Oui, bien sûr, parce qu'il y a la crainte qu'il y ait de nouveaux morts. On ne sait pas encore qui est vivant et est-ce qu'il y a parmi les otages qui sont encore retenus des gens qui auraient déjà été tués, soit par le Hamas, soit par les bombardements. Et donc effectivement, le sort de ces 3 Israéliens qui ont été tués par leur propre armée, alors qu'ils étaient les mains en l'air et torse nu, qu'ils se rendaient, a beaucoup ému. Et les pressions sur le Premier ministre israélien pour qu'il reprenne les négociations et qu'il espace ou qu'il mette fin au bombardement ont été fortifiés. C'est toujours 2 objectifs différents. Pour Netanyahou, l'objectif c'est de détruire le Hamas au maximum. Pour bien sûr les familles des otages, c'est de retrouver les leurs vivants le plus rapidement possible. Et aux funérailles d'un de ces otages tués par erreur, la famille a accusé l'armée de l'avoir assassiné. Il y a aussi une forte remise en cause dans la manière dont elle opère, l'armée, dans la bande de Gaza. En tous les cas, jusqu'ici, les victimes étaient palestiniennes, donc cela a créé moins d'émoi en Israël. Mais effectivement, le chef d'état-major a dû rappeler les règles d'engagement lorsqu'il y a des gens qui se rendent, et même si ce sont des combattants du Hamas, s'ils se rendent, qu'ils ont les mains en l'air, qu'ils ne sont pas armés, que l'on constate qu'ils ont torse nu, donc il n'y a pas de ceinture d'explosifs sur eux, on ne les tue pas, on les fait prisonniers. Si cette règle avait été mise en œuvre, ces 3 Israéliens n'auraient pas été tués, seraient toujours vivants. On l'a dit, indignation des proches des familles, d'une partie de la population israélienne, mais aussi de la communauté internationale. Les attaques aveugles d'Israël contre les Palestiniens risquent, je cite, d'alimenter le conflit pendant encore 50 ans et de radicaliser les jeunes musulmans à travers le monde. Ce sont les mots de Ben Wallace, l'ancien secrétaire britannique à la Défense. Finalement, à part les États-Unis qui, eux aussi, ont fait part de leurs réserves concernant la stratégie de leur allié, qui soutient encore Israël d'un point de vue diplomatique dans cette offensive contre Gaza? On peut dire que les pays occidentaux émettent des réserves, mais que ces réserves ne sont pas assorties de décisions. Elles n'ont pas pris de décision de pression, encore moins de sanctions sur Israël. Donc pour l'instant, l'écart qu'il y a entre les pays occidentaux et Israël est un écart purement verbal, purement déclaratif, mais n'a pas de traduction concrète dans les relations, y compris bilatérales, entre Israël et les pays occidentaux. Je rebondis sur ce que vous dites. Effectivement, il n'y a pas eu de décision claire, mais il y a tout de même le dernier vote à l'ONU où la grande majorité des pays occidentaux ont voté en faveur du cessez-le-feu, sauf les États-Unis. Est-ce qu'on peut considérer que c'est déjà une forme de prise de position de la part des alliés occidentaux, justement? Oui, c'est une prise de position symbolique, mais qu'une fois encore, s'arrête au symbole. Quand bien même les États-Unis n'auraient pas mis leur veto, Israël n'aurait pas mis en œuvre cette résolution, ne l'aurait pas appliquée. Et donc on peut voter des résolutions, mais s'il n'y a pas de mise en œuvre, ça ne sert pas à grand-chose. Et si on vote une résolution qu'elle n'est pas mise en œuvre par Israël, si on envoie des avertissements à Israël, mais que ces avertissements ne sont pas suivis d'effet, si Israël n'en tient pas compte, eh bien on peut dire que Israël peut se dire cause toujours. Et moi, pendant que tu protestes, je continue à agir. Donc ces protestations, une fois encore, sont des protestations platoniques. Et les protestations platoniques sont rarement suivies des faits. Autre protestation, alors que vous allez peut-être elle aussi juger platonique, celle de Joseph Borrell, le chef de la diplomatie européenne, qui lui critique un affligeant manque de discernement de l'armée israélienne. Le manque d'efforts de l'armée pour préserver les populations civiles est largement pointé du doigt. Oui, oui, elle est pointée du doigt, mais une fois encore, on reste dans le verbal. Et donc, je ne suis pas sûr que cela impressionne beaucoup Israël. Et d'ailleurs, il y a déjà maintenant plusieurs jours que la plupart des pays occidentaux font preuve de leur émotion par rapport au nombre de morts palestiniens qui augmente sans cesse et que Israël se dit bon, il faut accélérer les choses, on a encore quelques jours devant nous avant de mettre fin à tout cela. Et donc, ils tiennent compte bien sûr des protestations, mais ils savent qu'ils ont encore quelques jours parce qu'une fois encore, ces différentes protestations, je veux dire, quand la Russie annexe la Crimée, il y a des sanctions qui sont prises de façon immédiate. Dans le cas d'Israël, il n'y a pas de sanctions. On est au stade des protestations et qui, pour le moment, ne semblent pas impressionner outre mesure le gouvernement israélien.
Enfin, le gouvernement israélien, on l'a dit, subit une pression croissante de la communauté internationale, de sa population. Les Nations Unies estiment que 1,9 million des 2,4 millions de Gazaouis ont été déplacés par la guerre. Et pourtant, malgré ces chiffres, le Premier ministre israélien a déclaré aujourd'hui souhaiter que le budget de la défense augmente de 5,5 milliards de dollars par an. Cette déclaration ne va pas dans le sens d'une baisse des tensions. Non, effectivement, parce que Netanyahou ne pense que seule la force peut protéger Israël et que les Palestiniens ne comprennent que le langage de la force. Il s'était déclaré hostile aux accords d'Oslo dès le départ et est parvenu finalement à y mettre fin. Et même si, par exemple, Joe Biden a dit que après ce conflit, il ferait revenir à une solution politique, on peut penser que ce n'est pas du tout l'avis de Netanyahou et que son opposition s'oppose à lui sur bien des dossiers, mais peut-être pas sur la question palestinienne. Et donc, on peut penser qu'il sera très difficile, très douteux que, après que cette phase soit terminée, une solution politique qui a été inexistante depuis 20 ans soit remise au goût du jour. Merci à vous, Pascal Boniface, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Très bonne Au journée, au revoir. revoir.